Est-ce que ça vous chatouille? Ou est-ce que ça vous gratouille? Tomber malade? Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot, qu'il n'y aurait d'ailleurs aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses à évolution plus ou moins rapide. Et naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire, mais vous les trompez. Étendez votre bras, fermez votre poing, détendez-vous. L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, particulièrement à une altération des vaisseaux dits en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. Est-ce que l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. Tous vos bagages sont là, mon cher confrère. Tous vos bagages sont là, mon cher confrère. Tous, docteur Parpalais. Jean les casera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si spacieuse, les strapontins si confortables. Ah, ça, ce n'est pas la construction étriquée de maintenant. Je vous recommande cette caisse. J'y ai logé quelques appareils qui sont fragiles. Voilà une torpédo que je regretterais longtemps si nous faisions la sottise de la vendre. Car c'est en somme une torpédo avec les avantages de l'ancien double phaéton. Ah oui, oui. Voyez comme vos valises se logent facilement. Jean ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Saint-Maurice, c'est loin? 11 kilomètres. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Il n'y a donc pas de diligence? Une gavarde, si lamentable que de l'envie de faire le chemin à pied. Ici, l'on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Je mets en marche. Oui, commencez à mettre en marche, mon ami. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Bon, tu prends le strapontin, n'est-ce pas? Le docteur Knack se placera près de moi pour bien jouir de la vue. La carrosserie est assez vaste pour que 3 personnes se sentent à l'aise sur la banquette d'arrière. Mais il faut pouvoir s'étaler lorsqu'on contemple un panorama. Tout va bien? L'injection d'essence est terminée? Dans les 2 cylindres? Avez-vous pensé à essuyer un peu les bougies? C'eût été prudent après une étape de 11 km. Enveloppez bien le carburateur. Un vieux foulard vaudrait mieux que ce chiffon. Oh, parfait. Je m'assois, pardon mon cher confrère, je m'assois sur ce large strapontin, qui est plutôt un fauteuil pliant. Écoutez mon cher confrère, comme le moteur part bien, à peine quelques tours de manivelle pour appeler les gaz et tenez, une explosion. Une autre, voilà, nous marchons. Croyez-moi, mon cher successeur, car vous êtes dès cet instant mon successeur. Vous avez fait une bonne affaire. Oui, dès cet instant, ma clientèle est à vous. Si même le long de la route, quelques patients, me reconnaissant au passage malgré la vitesse, réclament l'assistance de mon art, je m'efface. En déclarant, vous vous trompez, monsieur, voici le médecin du pays. Et je ne ressors de mon trou que si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Mais vous avez eu de la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville. Lancez mon chant du cygne sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Je rêvais de Paris, je me contenterais de Lyon. Au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette tocade que vous avez ma clientèle pour un morceau de pain. Vous trouvez? C'est l'évidence même. En tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, et votre rondeur m'a plu. J'ai beaucoup aimé aussi votre façon de traiter par correspondance et de ne venir sur place qu'avec le marché en poche. Ça m'a semblé chevaleresque. Ou même américain.
Mais je puis bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une clientèle égale, sans à-coups. Pas de concurrent. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Pas une seule distraction coûteuse. Dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Oh, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Madame Parpalais est rhumatisante? Hélas. Le climat, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Voilà qui me semble d'un grand intérêt. Oui, pour qui voudrait étudier le rhumatisme. Je pensais à la clientèle. Ah, pour ça, non. Les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Oh, regardez, docteur, comme le point de vue est ravissant. On se croirait en Suisse. Monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que je démonte le tuyau d'essence. Bien, bien. Précisément, je voulais vous proposer un petit arrêt ici. Pourquoi? Le panorama n'en vaut-il pas la peine? Enfin, si tu veux t'arrêter, c'est encore plus joli, un peu plus haut. Eh bien, nous nous arrêterons aussi un peu plus haut. Nous nous arrêterons 2 fois, 3 fois, 4 fois si le cœur nous en dit. Dieu merci, nous ne sommes pas des sauvages, ni des chauffards. Observez, mon cher confrère, avec quelle douceur cette voiture vient de stopper. Et comme là-dessus, vous restez constamment maître de votre vitesse, point capital dans un pays montagneux. Vous convertirez à l'attraction mécanique, mon cher confrère, et plutôt que vous ne pensez. Mais gardez-vous de la camelote actuelle. Les aciers, je vous le demande, méfiez-vous. Réclamez vos aciers. S'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper avec les pneumonies et pleurésie. Profitez donc de notre halte pour purger un peu le tuyau d'essence. Vous me parliez, mon cher confrère, des pneumonies et pleurésies. Elles sont rares. Le climat est rude, vous le savez. Tous les nouveau-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois. Sans que le médecin ait à intervenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des gaillards durs à cuire. Toutefois, nous avons des apoplectiques et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la 50aine. Ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Évidemment. Il nous reste d'abord la grippe. Pas la grippe banale qui ne les inquiète en aucune façon, qu'ils accueillent même avec faveur parce qu'ils prétendent qu'elle fait sortir les humeurs viciées. Non, je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Mais ça, dites donc, ça c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale... Moi qui vous parle, j'en ai vu 2, celle de 89-90 et celle de 1918. En 1918, nous avons eu ici une très grosse mortalité. Plus relativement que dans les grandes villes. Enfin, n'est-ce pas, tu avais comparé les chiffres. Avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Il s'était fait soigner. Oui, surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Ici, les clients vous paient à la Saint-Michel. Mais quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin? Mais qu'allez-vous penser, mon cher confrère? La Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes au début d'octobre. Vous au moins vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais voyons, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante. Ah non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. Mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez plus de toute l'année. À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les clients viennent presque toujours pour une seule consultation. Ah, oui. Mais alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Mais quels clients réguliers? Les clients qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Mais tu entends ce que dit le docteur? Enfin, des clients comme on a le boulanger ou le boucher. Le docteur est comme tous les débutants. Il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant, vous en avez une bonne. Je m'explique. Je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients susceptibles de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous. Vous ne dépendez de personne, voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide, mon cher confrère.
Vous m'avez cédé, pour quelques billets de 1000 que je vous dois encore, une clientèle de tout point assimilable à cette voiture, dont on peut dire qu'à 19 francs, elle ne serait pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 30. 30 francs? De ma torpedo, je ne la lâcherai pas pour 6 000. Je m'y attendais, je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. Si au moins vous me faisiez une offre C'est sérieuse. dommage, je pensais la transformer en bahut breton. Quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence d'amertume s'il en était encore. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je croirais volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Enfin, je n'ai pas coutume de geindre, et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Roulé? Non mais proteste, mon ami, proteste! Je voudrais surtout détromper le docteur Pour Knopf. vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel. Il faudra corriger ça, De toute façon, ne vous tourmentez pas à mon propos. Je déteste avoir des dettes, mais c'est un somme beaucoup moins douloureux qu'un labago, par exemple, ou qu'un simple furoncle à la fesse. Et comment? Vous ne voulez pas nous payer aux dates Mais convenues? je brûle de vous payer, madame, mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Et il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglin. La Saint-Michel? La Saint-Michel. Mais vous avez bien des réserves. Aucune. Je vis de mon travail, ou plutôt j'ai hâte d'en vivre, et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez, que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Il est vrai que le problème ne fait que changer d'aspect. Dans ce cas, mon cher confrère, vous seriez 2 fois coupable de vous abandonner à un découragement prématuré, qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu levé. Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitude. D'abord, j'ai 40 ans, mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Comment ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé. Avec cet épigraphe que j'ai attribué à Claude Bernard, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher Sur le confrère. fond de ma théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Pardon, mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 20 ans. Quoi? Vous étiez officier de santé depuis le temps qu'il n'en reste Non, plus. j'étais bachelier. Il n'y a jamais eu de bachelier de santé. Bachelier lettres, madame. Vous avez donc pratiqué sans titre et clandestinement? À la face du monde, au contraire, et non pas dans un trou de province, mais sur un espace d'environ 7000 kilomètres. Je ne vous comprends pas. C'est pourtant simple. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille, rayon des cravates. Je perds mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin. Le grade de docteur n'étant pas exigé, qu'auriez-vous fait à ma place? Mais rien, sans doute. Oui, vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant: messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai quelque chose de plus grave. Je ne sais même pas quel sera le sujet de ma thèse. Ils me répondent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt, bien que n'étant pas docteur, je désire, pour des raisons de prestige et de discipline, qu'on m'appelle docteur à bord. Ils me disent que c'est tout naturel. Et je n'en continue pas moins à leur expliquer pendant un quart d'heure les raisons qui me font vaincre mes scrupules et réclamer cette appellation de docteur, à laquelle en conscience je n'ai pas droit. Si bien qu'il nous est resté à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance. Entendons-nous, depuis mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus intitulés mode d'emploi que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé, et encore aujourd'hui, je puis vous réciter une lettre absolument admirable adressée en 1897 par la veuve P. de Bourges à la tisane américaine des Checkers. Est-ce que vous voulez? Merci, je vous crois. Ces textes m'ont rendu familier de bonheur avec le style de la profession, mais surtout, ils m'ont laissé transparaître le véritable esprit, la véritable destination de la médecine, que l'enseignement des facultés dissimule sous le fatras scientifique. Je puis dire qu'à 12 ans, j'avais déjà un sentiment médical correct. Ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode? Je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propagande, d'ailleurs il n'y a que les résultats qui comptent. Aujourd'hui, de votre propre aveu, vous me livrez une clientèle nulle. Nul! Pardon. Revenez voir dans un an ce que j'en aurais fait. La preuve sera péremptoire.
En m'obligeant à partir de zéro, vous accroissez l'intérêt de l'expérience. Monsieur, je crois que je ferais bien de démonter aussi le carburateur. Faites. Comme notre conversation se prolonge, j'ai dit à ce garçon d'effectuer son nettoyage mensuel de carburateur. Mais quand vous avez été sur votre bateau, comment vous en êtes-vous tiré? Les 2 dernières nuits, avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Mes 6 mois de pratique à bord m'ont servi à vérifier mes conceptions. C'est un peu la façon dont on procède dans les hôpitaux. Vous aviez beaucoup de gens à soigner? L'équipage et 7 passagers de conditions très modestes. 35 personnes en tout. C'est un chiffre. Vous avez eu des morts? Aucune. C'était d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité. Comme nous tous. Vous aussi, tiens, je n'aurais pas cru. Bref, j'estime que malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Et des malades, vous en avez eu beaucoup? 35. Tout le monde, alors? Tout le monde. Mais comment le bateau a-t-il pu marcher? Un petit roulement à établir. Dites donc maintenant, vous êtes bien réellement docteur, parce qu'ici le titre est exigé et vous nous causeriez de gros ennuis. Si vous n'étiez pas réellement docteur, il vaudrait mieux nous le confier tout de suite. Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Quand j'ai vu mes méthodes confirmées par l'expérience, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de les appliquer sur la terre ferme et en grand. Je n'ignorais pas que le doctorat est une formalité indispensable. Mais vous nous disiez que vos études étaient toutes récentes. Je n'ai pas pu les commencer dès ce moment-là. Pour vivre, j'ai dû m'occuper quelque temps du commerce des arachides. Et qu'est-ce que c'est? L'arachide. L'arachide s'appelle aussi cacahuète. Oh, madame, je n'ai jamais été marchand au panier. Non, j'avais créé un office central où les revendeurs venaient s'approvisionner. Je serais millionnaire si j'avais continué cela 10 ans, mais c'était très fastidieux. D'ailleurs, presque tous les métiers sécrètent l'ennui à la longue, comme je m'en suis rendu compte par moi-même. Il n'y a de vrai décidément que la médecine. Peut-être aussi la politique, la finance et le sacerdoce, que je n'ai pas encore essayé. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou et vous ne me rattraperiez jamais. Évidemment, je préférerais une grande ville. Mais toi qui vas à Lyon, pourquoi ne demanderais-tu pas au docteur quelques renseignements sur sa méthode? Cela n'engage à rien. Mais le docteur Knock ne semble pas tenir à la divulguer. Pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer Dieu sait quand en espèces, je vous paye en nature. C'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et vous initiez à mes procédés. Vous plaisantez, mon cher confrère, c'est peut-être vous qui m'écrirez dans 8 jours pour me demander Je conseil. n'attendrai pas jusque-là, je compte bien obtenir de vous aujourd'hui même plusieurs indications extrêmement utiles. Disposez de moi, mon cher Est-ce confrère. qu'il y a un tambour de ville là-haut? Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public? Parfaitement. Il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de certains avis. Les seuls particuliers qui recourent à lui sont les gens qui ont perdu leur porte-monnaie ou encore quelques marchands forains qui soldent un déballage de faïence et de porcelaine. Bon. Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération, je crois, et près de 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Le double au moins. La population est pauvre? Très à l'aise, au contraire, et même riche. Il y a de grosses fermes, et beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Terriblement avare d'ailleurs. Est-ce qu'il y a de l'industrie? Fort peu. Est-ce qu'il y a du commerce? Ah, ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Non, mais les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Ma foi non, pour la plupart ce n'est qu'un supplément de revenus. Et surtout une façon d'utiliser les loisirs. D'ailleurs, pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Ou réciproquement. Les femmes sont-elles très pieuses? La question a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Non mais Dieu tient-il une place considérable dans leurs pensées quotidiennes? Quelle idée! Parfait, y a pas de grands vices? Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Vous mélangez des choses si différentes. Je n'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Oui, mais en connaissez-vous qui feraient rôtir la plante des pieds de leur père et mère en faveur du scrutin de liste ou de l'impôt sur le revenu? Dieu merci, ils n'en sont pas là. Et l'adultère, hein? Quoi donc? A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'activités intenses? Vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir comme ailleurs des maris trompés, mais sans excès. D'abord, c'est très difficile, les gens vous surveillent tellement. Bon. Vous ne voyez rien d'autre à me signaler? Par exemple, dans l'ordre des sectes,
Des superstitions? Des sociétés secrètes? À un moment, plusieurs de ces dames ont fait du spiritisme. L'on se réunissait chez la notéresse et l'on faisait parler le guéridon. Mauvais, détestable. Mais je crois qu'elles ont cessé. Tant mieux. Et pas de sorciers non plus? Pas de thaumaturge? Quelques vieux bergers sentant le bouc qui guérit par l'imposition des mains? Autrefois peut-être, mais plus maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander à ce véhicule un nouvel effort? J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Cela vous vient bien brusquement. Je vous en prie, chère madame, arrivons là-haut. Qu'est-ce donc de si puissant qui vous y attire? Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. Et pour parler votre style, fait laborieusement pousser des chardons là où voulait croître un verger plantureux. C'est couvert d'or que vous en deviez repartir. Les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec 3 rangs de perles au cou, tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine, et non point sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Oh, vous plaisantez, docteur. La plaisanterie serait cruelle, chère madame. Mais alors c'est affreux. Est-ce que tu entends, Albert? J'entends que le docteur Knock est un chimérique, et de plus un cyclotimique. Il est le jouet d'impressions extrêmes. Tantôt le poste ne valait pas dessous, maintenant c'est un pactole. Mais toi aussi, tu es trop sûr de toi. Enfin, ne t'ai-je pas souvent dit, Albert, qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter. Bon. Je reviendrai dans 3 mois pour la première échéance. Nous verrons où en est le docteur Knock. C'est ça, mon cher confrère. Revenez dans 3 mois, nous aurons le temps de causer. Mais soyez gentils, je vous en supplie, partons tout de suite. Vous êtes prêts? Bah moi je serais bien prêt, mais cette fois-ci je crois pas que nous arriverons tout seuls à la mettre en marche. Comment ça? Faudrait des hommes plus forts. Si on essayait de la pousser. Peut-être. Mais oui, il y a 20 mètres de plaine. Je prendrai le volant, vous pousserez. Oui. Ensuite, vous tâcherez de sauter sur le marchepied au bon moment, n'est-ce pas? Donc en voiture, mon cher confrère, en voiture, c'est moi qui vais conduire. Jean, qui est un Hercule, veut s'amuser à nous mettre en marche sans le secours de la manivelle, par une espèce de démarrage que l'on pourrait appeler automatique. Bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle des muscles, qui est un peu de même... C'est vous le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur, hein. Répondez-moi oui docteur ou non docteur. Oui, docteur. Quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. C'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non, monsieur Parpalais ou le médecin, ou encore Ravachol. Pourquoi Ravachol? C'est un surnom qu'il avait, j'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort, hein? Pour moi, il était bien assez fort. Pour d'autres, il paraît que non. Tiens. Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Ce que vous aviez 9 fois sur 10, il vous renvoyait en vous disant « Je n'ai rien du tout, vous serez sur pied demain, mon ami !» Vraiment? Ou bien il vous écoutait à peine en faisant « Oui, 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 oui !» Et puis il se dépêchait de parler d'autre chose pendant 1 heure, par exemple de son automobile. Comme si on venait pour ça. Et puis il vous indiquait des remèdes de 4 sous. Quelquefois, une simple tisane. Vous pensez bien que les gens qui payent 8 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur indique des remèdes de 4 sous. Et le plus bête n'a pas besoin du médecin pour boire une camomille. Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine et m'affecte plus que je ne voudrais, mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites? Depuis 30 ans qu'il était là?
Pas une seule annonce en 30 ans, je vous jure. Vous devez avoir oublié, je ne puis pas vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tour et 5 francs le grand tour. Ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseille à monsieur... Docteur. Je conseille au docteur, s'il n'est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour qui est beaucoup plus avantageux. Quelle différence y a-t-il? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la Clé, au carrefour des voleurs et au coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. C'est à savoir. Bon, je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce, mon ami. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et a l'honneur de lui faire connaître que dans un esprit philanthropique et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions, si salubres autrefois, il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Eh bien, c'est une belle idée. Une idée qui sera appréciée. Une idée de bienfaiteur. Mais vous savez que nous sommes lundi. Si je fais l'annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Si vite que cela, vous croyez? Et puis vous n'aviez peut-être pas pensé que le lundi est jour de marché. La moitié du canton est là. Mon annonce va tomber dans tout ce monde. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Mais je tâcherai de me débrouiller. Il y a encore ceci, que c'est le jour du marché que vous aviez le plus de chances d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'envoyait guère que ce jour-là. Alors, si vous les recevez gratis... Vous comprenez, mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais, ou à New York. Oh, vous avez 1000 doigts dessus. On ne se soigne pas assez. On veut pas s'écouter et on se mène trop durement. Quand le mal vous tient, on se force. Autant voudrait-il être des animaux. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Ah, c'est sûr que je raisonne, moi. J'ai pas l'instruction que je devrais, mais il y en a de plus instruits qui ne m'en remontreraient pas. Monsieur le maire, pour pas le nommer, on sait quelque chose. Si je vous racontais qu'un jour, monsieur... Docteur, qu'un jour, monsieur le préfet, en personne, se trouvait à la mairie, dans la grande salle des mariages, et même que vous pourriez demander attestation du fait à des notabilités présentes. Monsieur le premier adjoint, pour pas le nommer, ou à monsieur Michelon. Et qu'alors, Monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire. Et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait mieux que d'autres qui n'étaient pas tambours et qui se prenait pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui c'est qui n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. C'est l'exacte vérité. Il n'y a pas un mot à changer. On jurerait que vous étiez là caché dans un petit coin. Je n'y étais pas, mon ami. Alors c'est quelqu'un qui vous en a parlé, quelqu'un de bien placé. On vous montrait pas de la tête que vous en avez causé récemment avec monsieur le préfet. Donc, je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas? Rondement. Je ne pourrai pas venir tout à l'heure, ou bien j'arriverai trop tard. Est-ce que ce sera un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais alors dépêchons-nous, allez, dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec monsieur Bernard, l'instituteur, et avec monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention! Ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille? Ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien peu aussi. Désignez
Indiquez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici ou ça, par ici? Là. Peut-être là. Entre les deux. Juste entre les deux. Juste entre les deux. Ce serait pas plutôt un rien à gauche, là, là où je mets mon doigt. Là. Oui, il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Ah, est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette, hein? J'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Ah, très très important, hein? Quel âge avez-vous? 51 dans mes 52. Près de 52 ou plus près de 51? Plus près de 52, je les aurais fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites. Mais ne le dites pas. C'est une faveur. Vous êtes trop bon, docteur. Mais c'est donc grave ce que j'ai. Ça n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chie. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là, hein? Je puis manger. Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite? Parce que je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était. Et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Bonjour, monsieur Bernard. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous priant de venir à cette heure-ci. Non, docteur, j'ai une minute, mon adjoint surveille la récréation. J'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire ensemble et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration. Remarquez que je ne suis pas homme à imposer mes idées, ni à faire table rase de ce qu'on a édifié avant moi. Au début, c'est vous qui serez mon guide. Je ne vois pas Ne bien. touchons à rien pour le moment, nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. Qu'il s'agisse de la propagande ou des causeries populaires ou de nos petites causeries à nous, vos procédés seront les miens, vos heures seront les miennes. C'est que, docteur, Non, je veux dire tout simplement que je désire maintenir intacte la liaison avec vous, même pendant ma période d'installation. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalet. Je le rencontrais de temps en temps à l'estaminet de l'hôtel de la Clé. C'est pas de ces relations-là. Il nous arrivait de faire un billard. Ce n'est pas de ces relations-là que je veux parler. Nous n'en avions pas d'autres. Mais comment vous étiez-vous réparti l'enseignement populaire de l'hygiène? L'œuvre de propagande dans les familles, que sais-je moi, les 1000 besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que d'accord. Nous ne nous étions rien répartis. Quoi? du tout. Vous aviez préféré agir chacun isolément? Ah bah, c'est bien plus simple, nous n'y avons jamais pensé, ni l'un ni l'autre. C'est la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. Ah, si je ne l'entendais pas de votre bouche, je vous assure que je n'en croirais rien. Ah, je suis désolé de vous causer cette déception, mais ce n'est pas moi qui pouvais prendre une initiative de ce genre-là. Vous l'admettrez, même si j'en avais eu l'idée, même si le travail de l'école me laissait plus de loisirs. Évidemment, vous attendiez un appel. Vous attendiez un appel qui n'est pas venu. À chaque fois qu'on m'a demandé un service, j'ai tâché de le rendre. Je le sais, monsieur Bernard, je le sais, je vous en prie, asseyez-vous. Je le sais, monsieur Bernard, je le sais.
Voilà donc une malheureuse population qui est entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Dame. Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Certainement. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? J'en doute fort. Quelques-uns connaissent le mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche. Effrayant. Écoutez, monsieur Bernard, nous ne pouvons pas, nous deux, réparer en 8 jours des années de, disons, d'insouciance, mais il faut faire quelque chose. Je ne m'y refuse pas, hein. Mais je crains seulement de ne pas vous être d'un grand secours. Monsieur Bernard! Quelqu'un qui est bien renseigné sur vous m'a révélé que vous aviez un grave défaut. La modestie. Vous êtes le seul à ignorer que vous possédez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune. Je vous demande pardon d'avoir à vous le dire. Rien de sérieux ici ne se fera sans vous. Vous exagérez, docteur. C'est entendu, je puis soigner sans vous les malades. Mais la maladie, qui est-ce qui m'aidera à la combattre, à la débusquer? Qui est-ce qui instruira ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde? Qui assiège leur organisme? Qui leur apprendra qu'il ne faut pas attendre d'être mort pour appeler le médecin? Ils sont très négligents, je n'en disconviens pas. Commençons par le commencement. J'ai ici la matière de plusieurs causeries de vulgarisation, des notes très complètes, de bons clichés et une lanterne. Vous arrangerez tout ça comme vous savez le faire. Tenez, pour débuter, une petite conférence, toute écrite, ma foi, et très agréable sur la fièvre typhoïde. Les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, poussière à laine, etc., etc. Les semaines et les mois durant lesquels elle couvre sans se trahir, les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain, les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite, le tout agrémenté de jolies vues, bassis formidablement grossis, des tailles d'excréments typhiques, ganglions infectés, perforations d'intestin et pans noirs, en couleur des roses, des marrons, des jaunes et des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que je suis très impressionnable. Moi, si je me plonge là-dedans, je n'endormirai Voilà plus. justement ce qui... Enfin, je veux dire, voilà l'effet de saisissement que nous devons porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire. Vous, monsieur Bernard, vous vous y habituerez. Qu'ils n'endorment plus. Car leur tort, c'est de dormir. De dormir dans une sécurité trompeuse dont les réveille trop tard le coup de foudre de la maladie. J'ai déjà pas une santé si solide, hein. Mes parents ont eu beaucoup de peine à m'élever. Je sais bien que sur vos clichés, tous ces microbes ne sont qu'en reproche. Pour ceux que notre première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre, dont le titre n'a l'air de rien, les porteurs de germes. Il y est démontré clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose, un excellent appétit et recélé dans tous les replis de son corps, des trayons de bacilles de la dernière virulence capables d'infecter un département. Fort de la théorie, fort de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur. Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Vous pensez que moi, docteur, je suis un porteur de Pas germes? vous spécialement, j'ai pris un exemple. Mais j'entends la voix de monsieur Mousquet. À bientôt, cher monsieur Bernard, et merci de votre adhésion, dont je ne doutais pas. Merci, monsieur Bernard. Faites entrer monsieur le pharmacien Mousquet, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Cher monsieur Mousquet. Hier, j'ai eu à peine le temps de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie, mais il n'en faut pas davantage pour constater l'excellence de votre installation. L'ordre méticuleux qui y règne et le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. C'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, un médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense, hein, et que vous vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000. De bénéfices? Ah, mon Dieu, si je m'en faisais seulement la moitié. Cher monsieur Mousquet, vous avez en face de vous non point un agent du fisc, mais un ami. Et j'ose dire un collègue. Docteur, je ne vous fais pas l'injure de me méfier de vous. Je vous ai malheureusement dit la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les 10 000. Savez-vous bien que c'est scandaleux? Dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum.
Vous n'avez pourtant pas de concurrents? Aucun, près de 5 lui à la ronde. Alors quoi? Des ennemis? Je ne m'en connais pas. Jadis, vous n'auriez pas eu d'histoire fâcheuse? Une distraction? 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin, c'est si vite fait. Pas le plus minime incident, je vous prie de le croire, en 20 années d'exercice. Alors, j'aurais pu y informer d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été en dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Encore une fois, cher monsieur Mousquet, nous sommes strictement entre nous. Le docteur Parpalais est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées. Mais on ferait pas un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander s'il croyait en la médecine. Dans les débuts, je faisais loyalement mon possible. Dès que les gens se plaignaient à moi et que cela me paraissait un peu grave, je les lui envoyais. Bonsoir, je ne les voyais plus revenir. C'est que vous m'apprenez à me faire réellement de la peine et m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. Mais n'est-ce pas une honte que de les faire peu à peu déchoir du plus haut degré de prospérité et de puissance où nos devanciers les avaient... Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Oui, certes. Toute question d'argent à part. Il y a conscience à se laisser glisser ainsi au-dessous du ferblantier et de l'épicier. Je vous assure, docteur, que ma femme serait bien empêchée de se payer les chapeaux et les bas de soie que la femme du ferblantier arbore semaine et dimanche. Taisez-vous, cher ami! Vous me faites mal! C'est comme si j'entendais dire que la femme d'un président de chambre en est réduite à laver le linge de sa boulangère pour avoir du pain. Si Madame Mousquet était là, vos paroles lui iraient à l'âme. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. C'est juste. J'oppose en principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients désignés. Tous, c'est beaucoup demandé. J'ai dit tous. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion, point du tout. Client régulier, client fidèle. Hein? Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade? Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot, qu'il n'y aurait d'ailleurs aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses à évolution plus ou moins rapide. Mais naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire, mais vous les trompez. Votre seule excuse, c'est que vous ayez déjà trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet. Réfléchissez-y, et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée qui fait la force de nos États. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knock. Et les matérialistes auront beau soutenir le contraire. La pensée mène le monde. Écoutez, monsieur Mousquet, je suis peut-être présomptueux, d'amères désillusions me sont peut-être réservées. Mais si dans un an, jour pour jour, vous ne gagnez pas les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux, les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène ici et je vous tendrai les 2 joues pour que vous m'y déposiez chacun un soufflet. Cher docteur, je serais un ingrat si je ne vous remercie pas avec effusion. Et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien. Comptez sur moi comme je compte sur vous. Voici les nouveaux consultants, Mariette, une douzaine déjà à l'oreille. Soyez gentils, prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne peux plus recevoir personne, au moins en consultation gratuite.
première personne, s'il vous plaît. Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Elle vous appartient? Oui. Pardonnez-moi, chère madame. À mon mari et à moi. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur, 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Diable! Et vous n'avez pas de domestique? Madame, 6, 3 valets, une servante et des journaliers dans la belle saison. Je vous plains, je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Ah non! Et pourtant, vous souffrez. Je n'ai pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Vous appelez ça de la fatigue? Tirez la langue, chère madame. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui, assez. Pardonnez-moi, madame, si vous aviez la gentillesse de venir, que j'essaye de faire un centrage. Baissez la tête, s'il vous plaît, madame. Baissez la tête, respirez. Toussez! Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Je ne me souviens pas. Pardonnez-moi, chère madame, pardonnez-moi. Vous n'avez jamais mal, là, le soir, en vous couchant? Une espèce de courbature? Ah oui, des fois. Essayez de vous rappeler! Ça devait être une grande échelle. Oh, ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 mètres posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse et la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui! Vous aviez déjà consulté le docteur Parpalais? Ah non, jamais. Et pourquoi? Il ne donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? Mais j'ai envie. J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu, pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Depuis que vous êtes tombé de l'échelle. Et combien ça me coûterait? Qu'est-ce que valent les veaux actuellement? Bah, ça dépend des marchés et de la grosseur, mais on peut guère en avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras? Il y en a qui font plus de 1000. Ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Près de 3000 francs. Mais c'est une désolation, Jésus-Marie. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Un pèlerinage, ça revient cher aussi. Et ça réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux bien avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en 1 minute au tableau noir, chère madame. Si vous aviez la gentillesse de vous mettre devant le bureau. Voici votre moelle épinier. En coupe, très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et ici votre colonne de Clark, vous me suivez? Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. C'est très peu, vous me direz évidemment, mais c'est très mal placé. Et puis alors là, vous avez un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Remarquez que vous en mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Oh là là. Ah, j'ai eu bien du malheur en tombant de cette échelle. Je me demande même s'il vaudrait pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner
Tandis que les années de vieillesse, on en a toujours assez pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant ça plus grossièrement, vous pourriez pas me guérir à moins cher? À condition que ce soit bien fait tout de même. Ce que je puis vous proposer, chère madame, c'est de vous mettre en observation pendant 1 semaine. Ça vous coûtera presque rien. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal et vous vous déciderez. C'est convenu? Oui, c'est ça. Vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu comment? En voiture? Non, à pied. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant, une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez quand vous parle. Aucune alimentation solide pendant 1 semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures et à la rigueur un demi-biscuit matin et soir. Trempé dans un doigt de lait, mais moi j'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, hein, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire et moi je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête, une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Comme vous voudrez. Je rappelle ici mes prescriptions sur ce petit bout de papier et j'irai vous voir bientôt. Mariette, aidez madame à descendre l'escalier et à trouver une voiture. Merci infiniment, chère madame. Vous devez bien être étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Qu'une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, vienne à une consultation gratuite, c'est en effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous vous dites peut-être que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel, et que tandis qu'une quantité de malautrus et de marchands de cochons roulent carrosse et sable le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, et a possédé jadis la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en est réduite à faire la queue avec les pauvres et les pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. J'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une noble et belle inspiration, mais je connais mes gens. J'ai pensé, ils n'en ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce monsieur en sera pour sa générosité. Et je me suis dit, s'il voit qu'une dame Ponce, demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car mes moindres gestes sont observés et commentés, c'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame. Je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi toutes les après-midi. Il vient quelques personnes, nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez que je suis réellement très tourmentée avec mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur par palais? Mais oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. C'était une plaisanterie, le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Non, vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, particulièrement à une altération des vaisseaux, dit en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. Ciel, en tuyaux de pipe. L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? Je prise un peu... C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut provenir aussi d'une attaque profonde, continue de la substance grise. Par la
névroglie. Oh, ce doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe ou un poulpe ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous suçoter, de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh mon Dieu, il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Mais voilà certainement ce que je dois avoir, je le sens bien. Ah, je vous en prie, docteur, tuez-moi tout de suite. Une piqûre, une piqûre. Oh, plutôt ne m'abandonnez pas, je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Oh, ce doit être absolument incurable et mortel. Non. Il y a un espoir de guérison? Oui, à la longue. Ne me trompez pas, docteur, je veux savoir la vérité. Tout dépend de la régularité de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe? Ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se faire soigner, suivant les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent. Oh, mais moi, je serais une malade très docile, docteur, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il le faudra, enfin, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années et d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, à un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Oh, mais moi, je ne manquerai pas de patience, mais c'est vous, docteur, qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il faudrait. Vouloir, je demanderai pas mieux, il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin, chère madame? Mais non, à 2 pas, la maison qui est en face du poids public. J'essaierai de faire un bond tous les matins jusque chez vous, sauf le dimanche et le lundi à cause de ma consultation. Mais ce ne sera pas trop d'intervalle de jours d'affilée. Mais je resterai pour ainsi dire sans soin du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées et quand je trouverai une minute, je passerai vous voir le dimanche et le lundi après-midi. Ah, tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite? Rentrez chez vous, gardez la chambre, je passerai vous voir demain et je vous examinerai plus à fond. Mais je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui. Si, passez chez Monsieur Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Oh, merci, docteur, merci. Au revoir, chère madame, merci infiniment. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, Mariette? Vous avez prévenu qu'après 11h30, je ne peux pas recevoir personne. Je l'ai dit, mais ils veulent rester. Ils veulent rester. Envoyez-moi la prochaine personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez gentils, venez vite, plus en avant. Lequel de vous deux? Lequel de vous deux? Tous les deux. Non, vous n'allez pas passer ensemble. Eh, si. Non. Je ne peux pas vous recevoir tous les deux. Choisissez. D'abord, je ne vous ai pas vu tantôt, il y a des gens avant vous. Bah, ils nous ont cédé leur tour. Demandez-leur. On va toujours ensemble. On fait la paire. Déshabillez-vous. Asseyez-vous là. Déshabillez-vous. Faut-il que je me mette tout nu? Enlevez votre chemise. Ça va. Ça suffit. Rhabillez-vous, monsieur. Remettez votre... Asseyez-vous là, s'il vous plaît, monsieur. Je suis désolé, mais... Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche.
Ouvrez la bouche. Détendez-vous. Étendez-vous là-dessus, s'il vous plaît, cher monsieur. Soyez gentil, étendez-vous là-dessus. Genoux, s'il vous plaît, cher monsieur. Soyez gentil, détendez-vous. Vous êtes du canton? Oui. De Saint-Maurice? Oui. Étendez votre bras, fermez votre poing, détendez-vous! Rhabillez-vous. Vous avez encore votre père? Non, il est mort. Il est mort, de mort subite. Oui. Ah oui, c'est ça, hein, c'est ça. Il devait pas être très vieux. Non, 49 ans. 49 ans. 49 ans! Si vieux que ça. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes, cher monsieur. Voici les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Voici votre cœur. Mais chez vous, le cœur est déjà beaucoup plus abîmé qu'on ne l'a représenté là-dessus. Il faudrait peut-être que je cesse de boire. Ce n'est guère la peine, cher monsieur. Est-ce qu'il y a des remèdes à prendre? C'est tout à fait inutile. Allez, à vous maintenant. Si vous voulez, monsieur le docteur, je reviendrai à une consultation payante. Je vous répète que c'est tout à fait inutile. Je n'ai rien, moi, monsieur. Comment vous le savez? Je me porte bien, monsieur. Alors, pourquoi vous êtes venu? Pour accompagner mon camarade. Il n'était pas assez grand pour venir tout seul, déshabillez-vous. Non, monsieur le docteur. Déshabillez-vous. Aujourd'hui, je... Déshabillez-vous.
C'est joli la vie. Oui, c'est joli la vie. C'est joli la vie. Oui, c'est joli la Scipion? 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 Ah, la voiture est arrivée? Oui, madame. On disait que la route était coupée par la neige. 15 minutes de retard. À qui sont ces bagarres? Une dame de Livron qui vient consulter. Mais nous ne l'attendions que pour ce soir. Erreur, la dame de ce soir vient de Saint-Marcelin. Et cette valise? À Ravachol. Comment? Monsieur Parpalais est ici? 50 mètres derrière moi. Ah, qu'est-ce qu'il vient faire? Pas reprendre sa place, bien sûr. Consulter, probable. Ah, mais nous n'avons que le 9 et le 14 de disponibles. Je garde le 9 pour la dame de Saint-Marcelin, je mets la dame de Livron au 14. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Il restait le 14. J'avais pas d'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Je suis très ennuyée. Vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, il faut que je m'occupe de mes malades. Pas du tout, Scipion. Attendez, monsieur Parpalais, expliquez-lui qu'il n'y a plus de chambre. Je ne puis pas lui dire ça moi-même. Désolé, patronne, j'ai juste le temps de passer ma blouse. Le docteur Knox sera là dans quelques instants. J'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18 et le reste. J'ai pas envie de me faire engueuler. Et vous montez même pas les bagages de cette dame. Et la bonne, elle enfile des perles. Madame Rie. Il n'y a personne? Madame Rémy. Scipion. Curieux. Voilà toujours ma valise. Scipion! Monsieur? Vous demandez? Je voudrais bien voir la patronne. Pourquoi, monsieur? Pour qu'elle m'indique ma chambre. Ah, je sais pas, moi. Vous êtes un des malades annoncés? Je ne suis pas un malade, mademoiselle, je suis un médecin. Vous venez assister le docteur Knock? Le fait est qu'il en aurait besoin. Mais mademoiselle, vous ne me connaissez pas? Non, pas du tout. Le docteur Parpalais. Il y a 3 mois encore, j'étais médecin de Saint-Maurice. Sans doute n'êtes-vous point du pays. Ah, si. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un médecin avant le docteur Knock. Ah bah, vous m'excuserez, monsieur. La patronne va sûrement venir. Faut que je termine la stérilisation de mes têtes d'oreiller. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. Il est encore là. Madame Rie. Madame. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous ne venez pas pour loger, au moins. Mais si, comment allez-vous, Madame Rémy? Voilà bien, je n'ai plus de chambre. C'est donc jour de foire aujourd'hui? Non, jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire? Oui. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Des malades. Des malades. Des malades? Oui, des gens qui suivent un traitement. Et pourquoi logent-ils chez vous? Parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. Oh, d'ailleurs, ils ne sont pas si à plaindre que cela chez nous en attendant notre nouvelle installation. Ils reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils?
Les malades? Depuis quelque temps, il en vient d'un peu partout. Oui, au début, c'était des gens de passage. Je ne comprends pas. Oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock dans le pays. Et à tout hasard, ils allaient le consulter. Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état. Ils avaient le pressentiment de quelque chose. Mais si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Et pourquoi serait-il mort? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger, à faire cent autres imprudences. Et tous ces gens-là sont restés ici? Oui. En revenant de chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit et ils commençaient à suivre le traitement. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus pareil. Les personnes que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Nous allons faire construire. C'est extraordinaire. En effet, cela doit vous paraître extraordinaire à vous. S'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous créeriez grâce. Et quelle vie mène-t-il donc? Une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. À 10h, il passe à l'hôtel, vous le verrez dans 5 minutes. Puis les consultations chez lui et les visites de nouveau jusqu'au bout du canton. Je sais bien qu'il a son automobile. Une belle voiture neuve qu'il conduit à fond de train. Mais je suis sûre qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. Oh, pardon. C'est exactement mon cas à Lyon. Ah! Ici, pourtant, vous aviez su vous faire une petite vie tranquille. Vous vous rappelez vos parties de billard dans l'estaminet? Il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Ah, ne dites pas cela, monsieur Parpalet. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner. C'est tout différent. Il y en a qui s'imaginent que dans nos campagnes, nous sommes encore des sauvages, que nous n'avons aucun souci de notre personne, que nous attendons que notre heure soit venue de crever comme les animaux, et que les remèdes, les régimes, les appareils et tous les progrès, c'est pour les grandes villes. Erreur, monsieur Parpalet. Nous nous apprécions autant quiconque. Et bien qu'on n'aime pas gaspiller son argent, on n'hésite pas à se payer le nécessaire. Oh, vous, monsieur Parpalet, vous en êtes encore aux paysans d'autrefois, qui coupaient les sous en 4, et qui auraient mieux aimé perdre un œil et une jambe que d'acheter 3 francs de médicaments. Les choses ont changé, Dieu merci. Enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants, et s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. C'est d'ailleurs tout bénéfice pour le médecin. Ah, en tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites, que nous n'avions jamais connues ici. Pour les visites, il fait payer les personnes qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement ce serait malheureux. Mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser tout le canton, dépenser 10 francs d'essence et s'arrêter avec sa belle voiture devant la cale d'une pauvre vieille qui n'a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Et il ne faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Moi, la première. Je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, m'auscultant des pieds à la tête avec tous ses instruments et y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que je n'avais rien, que je ne devais pas me tourmenter et que je n'avais qu'à bien manger et à bien boire. Et pas question de lui faire accepter un centime. La même chose pour monsieur Bernard, l'instituteur, qui s'était mis dans la tête qu'il était porteur de germes et qui n'en vivait plus. Eh bien, pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Oh, d'ailleurs, voici monsieur Mousquet qui vient faire une prise de sang au 15 avec le docteur, vous pourrez causer ensemble. Oh, puis donnez-moi donc votre valise, je vais essayer de vous trouver un coin. Le docteur n'est pas encore là? Ah, le docteur Parpalet. Un revenant, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps? Mais non, 3 mois. C'est vrai, 3 mois. Ça me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon? Très content. Ah, tant mieux, tant mieux. Vous aviez peut-être là-bas une clientèle toute faite? Je l'ai déjà accru d'1 tiers. La santé de Madame Mousquet est bonne? Bien meilleure. Aurait-elle été souffrante? Vous ne vous rappelez pas ces migraines dont elle se plaignait souvent? D'ailleurs, vous n'y aviez pas attaché d'importance. Le docteur Knock a diagnostiqué aussitôt une insuffisance des sécrétions ovariennes et prescrit un traitement opothérapie qui a fait merveille. Ah, elle ne souffre plus. De ses anciennes migraines? Plus du tout. Les lourdeurs de tête qui lui arrivent encore d'éprouver proviennent uniquement du surmenage et n'ont rien que de naturel. Car nous sommes terriblement surmenés. Je vais prendre un élève. Vous n'avez personne de sérieux à me recommander? Non.
Mais j'y penserai. Ah, ce n'est plus la petite existence calme d'autrefois. Si je vous disais que même en me couchant à 11h30 du soir, je n'ai pas toujours terminé l'exécution de mes ordonnances. Bref, le Pérou. Oui, il est certain que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires. Je suis loin de le déplorer. Mais il y a d'autres satisfactions que celle-là. Moi, mon cher docteur Parpalais, j'aime mon métier, j'aime à me sentir utile. Je trouve plus de... Mais voici le docteur. Messieurs, docteur Parpalais, je pensais à vous. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Vous êtes venu avec votre auto? Non, par le train. Il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je profiterai de l'occasion. Je vous laisse, messieurs, je monte au 15. Vous ne m'accusez plus maintenant de vous avoir roulé. L'intention y était bien, mon cher confrère. Vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste et le poste valait quelque chose. Vous auriez pu très bien rester, nous nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats? On en a parlé. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rattacherez sans peine à notre conversation d'il y a 3 mois. Les consultations d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Nous partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine, dites le double hardiment, mon cher confrère. Soit, voici mes chiffres à moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre, 37. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons 150. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Par elle-même, la consultation ne m'intéresse qu'admis. C'est un art un peu rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Mais le traitement, c'est de la pisciculture. Pardonnez-moi, mon cher confrère, vos chiffres sont rigoureusement exacts. Rigoureusement, docteur Parpalais. En une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire queue en payant à la porte du médecin. On ne les y a pas amenés de force, ni par une contrainte quelconque. Il n'y a fallu ni les gendarmes, ni la troupe. C'est inexplicable. Passons à la courbe des traitements. Début d'octobre, c'est la situation que vous me laissiez. Malades en traitement régulier à domicile. 0, n'est-ce pas? Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se tiendra entre 245 et 250. J'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Moi, je ne trouve pas cela énorme. N'oubliez pas que le canton comprend 2853 foyers. Et là-dessus, 1500 de revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Quelle est cette histoire de revenus? Vous ne pouvez tout de même pas imposer la charge d'un malade en permanence à une famille dont le revenu n'atteint pas 12 000 francs. Ce serait abusif. Et pour les autres non plus, l'on ne saurait prévoir un régime uniforme. J'ai 4 échelons de traitement. Le plus modeste, pour les revenus entre 12 et 20 000, ne comporte qu'une visite par semaine et 50 francs environ de frais pharmaceutiques par mois. Au sommet, le traitement de luxe, pour revenus supérieurs à 50 000 francs, entraîne un minimum de 4 visites par semaine et de 300 francs de frais divers, rayons X, radium, massage électrique, médication courante, analyse médicale, etc., etc. Mais comment connaissez-vous les revenus de vos clients? Pas par les agents du fisc, croyez-le, et tant mieux pour moi. Alors que je dénombre 1500 de revenus supérieurs à 12 000 francs, le contrôleur de l'impôt n'en compte que 17. Le plus gros de sa liste est de 20 000, le plus gros de la mienne est de 120 000. Nous ne concordons jamais. Il faut réfléchir que lui travaille pour l'État. Et vos informations à vous, d'où viennent-elles? De bien des sources, c'est un très gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé et je révise constamment. Regardez ceci. Regardez ceci. Docteur Parpalais. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait la carte du canton, mais que signifient tous ces points rouges? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous auriez vu ici une énorme tache grise. La tache de Chabrière. L'est-il? Oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mon effort des dernières semaines a porté principalement là-dessus. Aujourd'hui, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée, n'est-ce pas? On la remarque à peine. Même si je voulais vous cacher mon ahurissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je ne puis guère douter de vos résultats, ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. D'autres que moi se retiendraient peut-être de vous le dire, ils le penseraient, ou ils ne seraient pas des médecins. Mais me permettez-vous de me poser une question tout haut? Mais je vous en prie. Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main comme vous, s'il ne me restait qu'à la pratiquer, oui. Est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule?
Répondez-moi. Mais c'est à vous de répondre, il me semble. Remarquez que je ne tranche rien, je soulève un point excessivement délicat. Je voudrais vous comprendre mieux. Vous allez dire que je donne dans le rigorisme, que je coupe les cheveux en quatre, mais dans votre méthode, est-ce que l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Ah oui. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer. De les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu. Quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Mais vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait, car j'ai connu moi 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne durerait pas plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Mais soit, je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres, et former à l'arrière des malades en activité une espèce de réserve. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation. Car là, vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas. Nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité, mais s'ils viennent ensuite se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici pour monsieur Rafalins. Ah oui, le colosse. Celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus. Oui, il m'a défié près de 3 mois, mais ça y est. Quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Il subsiste pourtant une sérieuse difficulté. Laquelle, docteur Parpalais? Vous ne pensez qu'à la médecine, mais le reste. Ne craignez-vous pas qu'en généralisant l'application de vos méthodes, on arrive à un certain ralentissement des autres activités sociales, dont plusieurs sont malgré tout intéressantes? Cela ne me concerne pas, moi je fais de la médecine. Il est vrai que lorsqu'un ingénieur construit sa ligne de chemin de fer, il ne se demande pas ce qu'en pense le médecin de campagne. Parbleu, regardez un peu par ici, docteur Parpalais. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre? Entre 2 parties de billard, jadis vous n'avez dû manquer d'y prendre garde. Tout là-bas, le mont Aligre marque les bornes du canton. Les villages de Mescla et de Trébure s'aperçoivent à gauche. Et si de ce côté les maisons de Saint-Maurice ne formaient pas une espèce de renflement, c'est tous les hameaux de la vallée que nous aurions en enfilade. Mais vous n'avez dû saisir là que des beautés naturelles dont vous êtes friands. C'est un paysage rude, à peine humain que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne, tout imprégné de médecine. Animé, parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier, l'organiste des grandes orgues, dans 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement et des feuillages. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres. Ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse. M'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions. Quelles sont la voix de mes ordonnances? Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures. Et que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la 2e prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère,
Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Mais quoi, docteur Parpalais? Un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. Je l'aurai, tôt ou tard. Attention, vous êtes juste à l'apogée de vos forces. Dans quelques années, elles déclineront déjà. Croyez en mon expérience. Alors vous ne devriez pas attendre. Vous avez une situation à m'indiquer? La mienne. Je vous la donne. Je ne puis pas mieux vous prouver mon admiration. Oui, mais alors vous, qu'est-ce que vous deviendriez? Moi, je me contenterai de nouveau de Saint-Maurice. Et les quelques milliers de francs que vous me devez encore, je vous en fais cadeau. Ouais. Au fond, vous n'êtes pas aussi bête qu'on veut bien le dire. Comment cela? Vous produisez peu, mais vous savez acheter et vendre. Ce sont les qualités du commerçant. Mais je vous assure. Vous êtes même en l'espèce assez bon psychologue. Vous devinez que l'argent ne m'intéresse plus dès l'instant que j'en gagne beaucoup et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon m'aurait vite fait oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Oh, j'ai pas l'intention de vieillir ici, mais de là à me jeter sur la première occasion. Venez, approchez mon ami, approchez. Savez-vous ce que me propose le docteur Parpalais? Un changement de poste. J'irai le remplacer à Lyon et il reviendrait ici. C'est une plaisanterie. Pas du tout, c'est une offre très sérieuse. Mais naturellement, vous refusez. Et pourquoi le docteur Knock refuserait-il? Je vous prie de croire que je possède à Lyon une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu qui avait une grosse réputation. Oui, mais il y a 3 mois de ça. En 3 mois, on fait du chemin. Et encore plus à la descente qu'à la montée. D'abord, mon cher docteur, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Nous ne lui demanderons pas son avis. Elle vous le donnera. Je ne vous dis pas qu'elle fera des barricades. Ce n'est pas la mode du pays et nous manquerons de pavés. Mais elle pourrait vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Madame Rémy, apprenez une bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte et le docteur Parpalais revient. Ah mais non! Ah mais non, moi je vous dis que ça ne se fera pas. Ou alors, il faudra qu'il vous enlève de nuit en aéroplane. Parce que j'avertirai les gens. Et on ne vous laissera pas partir. On crèvera plutôt les pneus de votre voiture. Quant à vous, monsieur Parpalais, si c'est pour ça que vous êtes venu, j'ai le regret de vous dire que je ne dispose plus d'une seule chambre. Et quoi que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors. Bien. Bien. L'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il n'y a plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme. Je préfère gagner honnêtement mon pain à Lyon, honnêtement et d'ailleurs largement. Si j'ai songé un instant à reprendre mon ancien poste, c'est je l'avoue à cause de la santé de ma femme, qui ne s'habitue pas à l'air de la grande ville. Docteur Knock, nous réglerons nos affaires le plus tôt possible, je repars ce soir. Vous ne nous ferez pas cet affront. On a Madame Rémy dans la surprise d'une nouvelle d'ailleurs totalement inexacte et dans la crainte où elle était de laisser tomber ses assiettes n'a pu garder le contrôle de son langage. Ses paroles ont trahi sa pensée. Vous voyez, maintenant que sa vaisselle est en sécurité, Madame Rémy a retrouvé sa bienveillance naturelle et ses yeux n'expriment plus que la gratitude que partage toute la population de Saint-Maurice pour vos 25 années d'apostolat silencieux. Sûrement. Monsieur Parpalais a toujours été un très brave homme. Et il tenait sa place aussi bien qu'un autre tant que nous pouvions nous passer de médecin. Ah, ce n'était ennuyeux que lorsqu'il y avait épidémie. Car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde au temps de la grippe espagnole. Un vrai médecin? Quelle chose il faut s'entendre dire! Un vrai médecin. Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale, à peu près comme le facteur peut combattre un tremblement de terre? Attendez la prochaine, et vous verrez si le docteur Knock s'en tire mieux que moi! Le docteur Knock! Oh! Écoutez, monsieur Parpalais, je ne discuterai pas automobile avec vous parce que je n'y entends rien. Mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade. Eh bien, je puis vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, nous l'attendons de pied ferme, votre épidémie mondiale. Non, ce qu'il y a de terrible, comme l'expliquait encore l'autre jour monsieur Bernard à la conférence, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Mon cher docteur, je ne vous conseille pas de soulever ici des controverses de cet ordre. L'esprit pharmaco-médical court les rues. Les notions abondent. Et le premier venu vous tiendra tête. Ne nous égarons pas dans des querelles d'école. Madame Rémy, le docteur Parpalais peuvent différer de conception et garder néanmoins les rapports les plus courtois. Vous avez bien une chambre pour le docteur Parpalais? Je n'en ai pas. Vous savez bien que nous arrivons à peine à loger les malades.
Ah, si Amala se présentait, je réussirais peut-être à le caser en faisant l'impossible. Parce que c'est mon devoir. Mais si je vous disais que le docteur n'est pas en état de repartir dès cet après-midi, et que médicalement parlant, un repos d'une journée au moins lui est nécessaire. C'est autre chose, mais Monsieur Parpalais n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter que la discrétion professionnelle m'empêcherait peut-être de le déclarer publiquement? Qu'allez-vous chercher là? Je repars ce soir et voilà tout. Je vous parle très très sérieusement, mon cher confrère. Un repos de 24 heures vous est absolument indispensable. Je déconseille le départ aujourd'hui. Au besoin, je m'y oppose. Bien, docteur. Je ne savais pas. Monsieur Parpalais aura un lit. Vous pouvez être tranquille. Faudra-t-il prendre sa température? Nous recauserons de tout cela tout à l'heure, chère Madame Amy. Dites donc, c'est une plaisanterie. Je vous remercie de toute façon. Ça ne m'amusait pas de recommencer ce soir même 8 heures de voyage. Je n'ai plus 20 ans et je m'en aperçois. C'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Tantôt vous avez eu un air pour me dire ça. J'avais beau savoir que c'était une plaisanterie et connaître les ficelles du métier, un air et un œil, comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Que voulez-vous? Ça se fait un peu malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne puis pas empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi. Même si c'est parfaitement inutile et hors de propos, à ce point que depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace. Mais un diagnostic, que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie ou bien? Comment? De fantaisie? Je vous dis que dès que je rencontre un visage, mon regard se jette sans même que j'y pense sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, les capillaires, l'allure du souffle, le poil, que sais-je encore? Et mon appareil à construire des diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille parce que cela devient idiot. C'est que... Permettez si j'insiste d'une manière un peu ridicule, mais j'ai mes raisons. Quand vous m'avez dit que j'avais besoin d'une journée de repos, était-ce par simple jeu ou bien... Encore une fois, j'insiste parce que cela répond à certaines préoccupations que je puis avoir. Je ne suis pas sans avoir observé sur moi-même telle ou telle chose depuis quelque temps. Et ne fût-ce que d'un point de vue purement théorique, j'aurais été très curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous parlez. Mon cher confrère, laissons cela pour l'instant. 10 heures sonnent, il faut que j'aille faire ma tournée. Nous déjeunerons ensemble, si vous voulez bien me donner cette marque d'amitié. Quant à votre état de santé et des décisions qu'il comporte peut-être, c'est dans mon cabinet cet après-midi que nous en parlerons plus à loisir.
Je vais vous lire un texte très court, vous inquiétez pas. Un texte que Jouvet a écrit. Je suis fort embarrassé dans les propos que je médite sur la pièce de Jules Romain et sur son personnage. Ma position est difficile, elle est délicate, enfin, elle est embrouillée. Qu'on se mette à ma place. Comme on dit en style de coulisses, c'est moi qui ai créé le rôle de Knock. Je le joue encore aujourd'hui. Cette intimité dure depuis longtemps. Je ne sais plus très bien où nous en sommes, lui et moi. À supposer que je puisse clairement définir nos situations réciproques, il n'est pas certain que je puisse expliquer qui est Knock, ou ce que je suis par rapport à lui, ou ce qu'il est par rapport à moi. Le problème créé par cette relation complexe est du plus grand intérêt professionnel, mais il est d'autant moins simple que pour le public, je suis Knock. Et que pour moi, dit Jouvet, Knock n'est pas du tout, mais alors pas du tout moi. C'est le problème de l'acteur. Le problème créé par cette relation complexe est du plus grand intérêt, disait Jouvet. On ne peut penser au docteur Knock, écrivent les journaux, sans que ce dernier prenne le visage, la diction et la silhouette du sympathique acteur. Le sympathique acteur, c'est moi. J'en suis touché. Ma position, ma situation est inextricable. Elle l'est pourquoi? Elle l'est parce que la fréquentation de ce personnage pendant 25 années ne m'a fait faire sur son identité aucun progrès, aucun approfondissement efficace. Parce que, malgré cette longue accointance, Knock, dont je suis l'unique et légitime représentant, est pour moi aujourd'hui encore, comme tous les véritables héros de théâtre, une énigme.